Rebonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur l'espace du RétroLab. On se retrouve maintenant pour une table ronde consacrée à un sujet très concret qui fait réagir beaucoup d'acteurs de la filière. On ne va pas parler de technologie ni de performance. La question est plus simple. Dans quelles conditions un scanner intraoral peut-il être mis à disposition d'un praticien et où se situe la limite? C'est ce qu'on va essayer d'éclairer ensemble. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Linda Martin, chirurgien dentiste et membre du syndicat des femmes chirurgiens dentistes. Oui, bonsoir. Bonsoir docteur. Le docteur Alain Durand, président du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Tamara Fayol, présidente directrice générale du groupe FIP Bisico et membre du Comidan. Bonjour. Maître Keller de Montblanc, avocate spécialisée en droit de la concurrence, de la distribution et de la consommation. Merci, bonjour à tous. Bonjour maître. Et enfin Sylviane Bion, vice-présidente de l'UNPPD et gérante du laboratoire Syllab Dentaire. Merci à tous d'être avec nous. Bonsoir, bonsoir à tous. Et alors, pour ouvrir cette discussion, je vais justement laisser la parole à Sylviane qui va poser à la fois le sujet comme vice-présidente de l'UNPPD, mais aussi comme dirigeante d'un laboratoire de petite structure avec les questions très concrètes que cela soulève aujourd'hui. Oui, merci Dorothée. De toute façon, je vais faire simple, hein, on n'est pas des spécialistes. Aujourd'hui, je me présente à vous, donc Sylviane Bion, vice-présidente de l'UNPPD. Aujourd'hui, j'ai deux casquettes. Dans un premier temps, je vais représenter des laboratoires en fait, de moyenne importance qui se posent la question, est-ce qu'on investit dans des scanners intraoraux? Est-ce qu'on serait dans la légalité pour un prêt auprès de nos praticiens? Et je représente aussi une petite structure, puisque moi-même, étant gérante d'un petit laboratoire, nous sommes deux, qui, elle, n'a pas du tout les moyens d'investir dans de telles choses, en tout cas trop chères pour nous, et donc qui subissent actuellement une double concurrence, puisque nous sommes concurrencés à la fois par les produits d'importation et également de la part de ces laboratoires qui ont plus de moyens financiers et qui donc détricotent un petit peu le marché dans lequel nous sommes. Donc la question aujourd'hui, c'est est-ce que l'investissement dans des scanners intraoraux est prêté, est légal ou non? Voilà. Merci d'avoir posé le sujet. Je vais me tourner vers vous, maître, maintenant. Vous allez nous aider à comprendre sur quelle base juridique on se situe aujourd'hui et ce qui est clairement encadré et ce qui l'est moins. On parle souvent de la loi anti-cadeau, aujourd'hui appelée dispositif d'encadrement des avantages. Est-ce que vous pouvez nous rappeler pour quelles raisons ces dispositions ont été mises en place? Alors, vous inquiétez pas, les textes, je vous les ai mis à l'écran parce que c'est compliqué et donc je vais non pas essayer de les lire à chaque fois parce que c'est juste, je ne dirais pas le terme que vous avez tous à l'esprit, mais il est important de comprendre effectivement la philosophie de cette loi qu'on appelle anti-cadeau et qui en fait aujourd'hui s'appelle plutôt le dispositif d'encadrement des avantages. Et cette philosophie de cette loi qui remonte quand même à 1993, elle est importante pour la discussion qu'on va avoir par la suite. Il y avait deux objectifs pour le législateur quand il a mis en place cette loi. D'une part, le respect absolu de l'indépendance des professionnels de la santé dans l'exercice de leur activité, pour que justement ils ne soient pas liés par des contraintes de rendement, de choix, de pression, etc. Et puis le deuxième objectif, en lien avec une fidélisation excessive que pourraient demander des partenaires, c'était d'éviter toute incidence sur la facturation aux caisses de sécurité sociale. Donc voilà, c'est important d'avoir ça à l'esprit parce qu'on va voir ensuite que les textes ne sont pas simples et que répondre à cette question des scanners on dit oraux ou oral, je ne sais pas, voilà, est lié évidemment à cette philosophie. Alors, si on entre dans le sujet justement, quelles sont les règles principales à avoir en tête quand on parle de mise à disposition de matériel pour un professionnel de santé? Alors, je vais vous emmener dans un petit laboratoire, plutôt un labyrinthe, pardon, de textes pas très sympathiques. Donc, je vais essayer de faire les choses à peu près claires. Vous avez une série de dispositions qui sont les articles du Code de la santé publique. Ça commence par le 1453
il y a une erreur sur la slide, -3, excusez-moi, donc qui dit tout simplement à la base qu'est interdit le fait, donc pour un certain nombre de personnes, de recevoir des avantages en espèces ou en nature, de quelque nature que ce soit. Ce texte, il est un peu lapidaire parce qu'en réalité, on parle d'avantages, très bien, c'est la fameuse loi qui encadre les avantages, mais on ne sait pas exactement ce que ça recouvre. Et il n'y a pas de précision dans les textes. Il va falloir se référer à la pratique de la jurisprudence des tribunaux qui a une conception très très large de ces avantages encadrés et interdits. Une fois qu'on a dit ça, le deuxième texte important, on les poursuit dans notre Code de la santé publique, c'est le 1453-3 qui nous dit quelles sont les personnes qui peuvent recevoir les avantages ou qui ne peuvent pas les recevoir. Et donc là, on a, la règle est très, très, très claire, vous l'avez à l'écran. Donc ce sont les personnes qui exercent une profession de santé réglementée et également des étudiants en formation initiale. Donc très clairement, la réglementation, elle est applicable aux chirurgiens dentistes puisqu'ils appliquent cette profession médicale. Je reprends les bases, je vois Monsieur le Président qui acquiesce à ce que je dis, je suis ravie. Voilà, je vous dis peut-être des vérités, mais il faut reprendre tout ce cheminement de raisonnement qui est important. Donc une fois qu'on a défini les personnes qui peuvent recevoir donc, nos fameux chirurgiens dentistes, quels sont ceux qui peuvent offrir les fameux avantages? Ceux qui peuvent offrir les avantages, eh bien, très clairement, ce sont des entreprises qui vont produire ou commercialiser, et notamment des prothèses dentaires. Ces typologies de professions se retrouvent dans le champ d'application de notre fameuse loi anti-cadeau. Et par ailleurs, cela s'applique à notre scanner intraoral dès lors que c'est un dispositif médical. Alors, est-ce qu'il existe des exceptions malgré tout? Alors, il y a des exceptions. Je reprends. Hop, voilà. Là, on va rentrer dans le dur. Merci de nous prévenir, comme ça on est... C'est là que les choses sont effectivement un peu compliquées parce que le texte est très clairement mal rédigé. Là, on passe maintenant au 453-6 qui nous dit finalement, en fait, qui donne une définition négative en nous disant ce que ne sont pas des avantages au sens des textes que j'ai rappelés tout à l'heure. Donc, ce n'est pas vraiment des exceptions, mais ce ne sont pas des avantages. Et on va s'intéresser plus spécifiquement au troisièmement et quatrièmement que vous avez devant vous. Le troisièmement, qui sont les fameux avantages commerciaux offerts dans le cadre de conventions, je vais rapidement pour ne pas être trop embêtante, mais qui sont dans le cadre de conventions qui donnent des réductions de prix, des remises. Et on va voir tout à l'heure que c'est important pour ce que vous vivez au quotidien dans ce sujet des scanners intraoraux. Et puis on a aussi les avantages qui sont de faible avec un montant de faible valeur. Voilà. Alors justement, on va entrer dans l'exemple précis de nos scanners intraoraux. Est-ce qu'ils peuvent être mis à disposition gratuitement ou via des remises à un praticien? Qu'est-ce qui est dit? Alors, justement, c'est ce texte qui est le plus compliqué, celui du troisièmement que j'ai cité tout à l'heure. Et je suis ravie de votre présence, Monsieur le Président, parce que ce texte est soumis à tellement d'interprétations qu'on sera heureuse d'avoir votre position en tant que président de l'Ordre des chirurgiens dentistes. Donc, ce texte, pourquoi il est compliqué? On est dans le Code de la santé publique. On va avoir une interférence avec le Code de la sécurité sociale et une interférence avec le Code de commerce. Rien que ça. On fait un petit mélange, puis on va essayer de comprendre. Alors, on nous dit très clairement, et je vais lire juste le début en même temps que vous, que ces avantages commerciaux offerts dans le cadre des conventions qui sont régies par les articles L401-3 du Code de commerce et qui ont pour objet l'achat de biens ou services de la part des personnes que j'ai évoquées tout à l'heure, peuvent éventuellement avoir lieu dès lors qu'on est dans le cadre également du respect de l'article L138.9 du Code de la sécurité sociale. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais c'est un petit peu compliqué. Alors, en réalité, il semble qu'il y ait aujourd'hui deux interprétations possibles de ce texte. Une interprétation littérale qui va venir nous dire finalement on peut offrir des avantages dès lors qu'on respecte ce code du L138.9 du Code de la sécurité sociale. Ce texte, il nous dit quoi? Je vous l'ai également mis sur la slide. C'est un texte qui vise en réalité les plafonds de remise tarifaire que des pharmaciens peuvent offrir
ou peuvent plutôt avoir, pardon, avec leur grossiste, par exemple. Donc, une relation très spécifique. Et pourquoi, en fait, ce texte a été posé? Parce qu'à l'époque, il fallait mettre en œuvre une directive européenne qui encadrait la promotion des médicaments. C'est pour ça que ce texte existe. Mais du coup, finalement, si on est dans le cadre de l'application stricte de ce texte, eh bien, on se dit, si je ne suis pas face à un produit distribué et remboursable et distribué par des pharmaciens, ce texte ne s'applique pas. Et donc, je reviens sur le principe, tous les avantages sont interdits. C'est une interprétation excessivement stricte. On va voir tout à l'heure ce que vous en pensez. Il y a une autre interprétation qui existe également, qui viserait finalement tous les produits autres qui rentrent dans le champ de ce qu'on appelle le droit commun. J'essaye de ne pas vous perdre. Et là, on bascule sur le Code de commerce, qui est visé là, article L441.3 du Code de commerce. Cet article, en fait, vise... Là, vous allez me dire mais que je suis folle, hein, mais c'est le législateur qui est fou, c'est pas moi. Hein. Cet article, il vise les conventions qui sont passées entre des fournisseurs et distributeurs. Très clairement, vous en avez peut-être beaucoup entendu parler dans la presse, à cette date du 31 mars, la grande distribution passe des conventions annuelles avec les fournisseurs. Et donc, c'est ce texte qui vient s'appliquer. Qu'est-ce que ce texte vient faire dans le Code de la santé publique ? Voilà. Je continue à vous dire que c'est l'aberration de ce texte. Malgré tout, si on essaye quand même de raisonner, ce texte viendrait nous dire, si on n'est pas dans des spécialités remboursables, application donc du L441.3, on doit respecter cette convention annuelle, pourquoi pas, très bien. Et donc c'est ce corps de règles qui s'applique, sous réserve, Monsieur le Président, de ce que vous allez nous dire. Mais là, je viens malgré tout mettre des réserves. C'est la seule partie où je suis un peu longue, hein, excusez-moi. Je viens mettre des réserves parce que je vous ai dit, code de commerce, commerçant. Est-ce que finalement, dans le cadre de relations entre des prothésistes dentaires et des chirurgiens dentistes, on est dans une relation commerciale ? La question mérite vraiment d'être posée. Elle a été évidemment débattue en jurisprudence dans le cadre d'une décision que vous connaissez certainement sur un terrain un tout petit peu différent qui était la rupture brutale de relations commerciales établies, ou dans le cas de cette relation chirurgien-dentiste prothésiste dentaire, la Cour d'appel avait commencé par dire oui, ce texte s'applique, donc on est bien dans une relation commerciale. Et la Cour de cassation est venue mettre un terme à ce débat en disant non, désolé, on n'est pas dans une relation commerciale, quand bien même on n'est pas dans la relation chirurgien-dentiste-patient, mais dans la relation amont, prothésiste dentaire, chirurgien-dentiste. Et la Cour de cassation nous dit non. Interdiction de pratiquer l'art dentaire comme un commerce. Et par conséquent, je soulève la question, quid de l'application de l'article de référence du Code de commerce? Je continue le raisonnement et j'en arrête là avant de vous avoir complètement perdu. Le droit commun vise aussi le droit de la concurrence, les pratiques anticoncurrentielles. Et là, on a tout un débat aussi sur ce qu'on appelle les fameuses remises fidélisantes, que l'on peut effectivement rencontrer dans le cadre de ce débat sur les scanners oraux, où on peut vous proposer, où on peut proposer des remises qui sont basées sur une sorte de récompense de volume acheté, une récompense sur la durée, une récompense éventuellement sur un engagement d'exclusivité qui est demandé pour pouvoir obtenir une gratuité ou une réduction de prix. Et il faut savoir que le droit des pratiques anticoncurrentielles vient sanctionner ce type de remise dès lors qu'elles émanent d'un acteur qui dispose d'un certain pouvoir de marché. Et on revient, Sylviane, sur ce que vous nous disiez tout à l'heure. Effectivement, dans ce domaine, vous avez les petits puis des plus gros. Et bien sûr, les plus gros sont plus capables de pouvoir proposer ces fameuses remises fidélisantes qui ont un coût. Mais ce faisant, puisqu'ils ont un pouvoir de marché important, il faut savoir que les autorités de concurrence interdisent ces remises fidélisantes. J'ai peut-être passé un peu à travers les questions que je vous avais suggérées, mais en tout cas, vous comprenez que le débat est un peu compliqué et votre interprétation sera vraiment riche. Pour résumer de façon très claire, soit on est simplement dans un texte qui vise les spécialités remboursables et qui sont soumises à l'encadrement des plafonds du Code de la sécurité sociale pour les pharmaciens, le fameux L138-9,
soit on bascule sur le champ d'application du Code de commerce, mais est-on dans une relation commerciale? Et si nous sommes dans une relation commerciale, les acteurs ayant un pouvoir de marché conséquent sont soumis à la réglementation des pratiques anticoncurrentielles sur les remises fidélisantes. Donc le sujet est loin d'être simple. Il y avait une autre exception, la valeur négligeable. Je pense que s'agissant des... Les avocats sont bavards, hein, je suis désolée. Les scanners intraoraux ne rentrent pour moi absolument pas dans cette exception, puisque l'avantage est loin d'être négligeable. Voilà. Pour finir, quels sont les principaux enjeux que vous identifiez juridiques? Alors, les enjeux sont très importants, puisque ce sont des textes qui, s'ils ne sont pas respectés, sont soumis à des sanctions pénales. Donc, évidemment, on ne rigole pas. Non-respect de la réglementation que j'ai évoquée constitue un délit, tant pour la personne qui a reçu l'avantage que pour la personne qui a proposé ou procuré l'avantage. Et puis le dernier enjeu, et je vous laisserai la parole, Monsieur le Président, c'est potentiellement évidemment des sanctions ordinales. Merci beaucoup, maître. C'était très clair et pas long. On a vraiment bien suivi. Merci. On a compris que les textes en eux-mêmes étaient compliqués à suivre, avec des zones d'ombre et d'interprétation assez aléatoires. On a envie d'avoir la position de l'ordre. Docteur, comment vous interprétez? Alors, en premier, merci de nous recevoir. Hein. Je veux dire, c'est avec plaisir. Ce sont des amis que j'ai autour de nous. Je veux dire, de l'ensemble ici de la profession, puisque j'ai une consoeur à côté. Nous sommes très heureux d'être parmi vous et de pouvoir justement échanger là-dessus. C'est un point sur lequel dont on avait discuté longuement au sein du Conseil. Alors, la réponse est simple. Hein. Pour nous, c'est non. On va être d'accord là-dessus à 100%. Les raisons sont simples. Il y a deux volets. Il y a le droit à la concurrence, la DGCCRF ou la DDPP, c'est le ministère qui s'en occupe des finances là-dessus. On travaille là-dessus aussi avec eux. Le droit à la concurrence dit qu'elle ne peut pas être déloyale. Elle doit être loyale. Or là, elle ne l'est pas entre les petits et moyens labos et les gros labos. Première chose. Deuxièmement, il faut savoir que, bien entendu, ça va être des labos étrangers qui vont présenter ce genre d'avantages, qui vont fournir du matériel plus ou moins bon et qui ne sera pas déjà du choix du praticien. Or, le praticien doit choisir lui-même le type de caméra, le type d'ustensile, de matériel ou de matériaux qu'il va pouvoir utiliser. Et là, on ne va pas lui donner le choix. Donc déjà, première chose, on va écarter. Il n'y a pas le choix pour le praticien du choix du matériau. Donc on lui impose quelque chose. Il n'y a plus la liberté d'action. Ça, c'est une première chose. Donc le droit à la concurrence, la question ne se pose même pas. Et surtout, c'est sur les octrois d'avantages. Alors les octrois d'avantages, il y a une plateforme qui s'appelle ESP, qui fonctionne plus ou moins bien actuellement. Je me suis attrapé avec le ministère d'une façon assez ferme depuis plusieurs mois, sur lesquels il doit y avoir une déclaration d'octroi d'avantages. Actuellement, aucun praticien ne le fait dans le cadre de ces caméras intrabuccales. Là, ils ne peuvent pas en déroger. On a un problème aussi au niveau du contrat qui existe entre le laboratoire et le praticien qui va utiliser ce type de caméra. Il est lié par ce contrat. Alors, je sais bien que c'est un contrat synalagmatique, donc qui relie deux personnes, mais il faut qu'il soit licite et qu'il respecte les textes. Or là, ça ne sera pas le cas, puisque le praticien sera lié totalement, sera pieds et poings lié par le type de matériel et l'exclusivité, pour la plupart du temps, du laboratoire qui doit usiner, entre guillemets, ou qui doit fabriquer la prothèse indiquée. Ça, c'est interdit aussi dans les textes. Donc, on peut qualifier ça actuellement de compérage entre les deux, c'est-à-dire que ce sont des poursuites pénales qui peuvent être à l'encontre et du laboratoire et du praticien. Donc, nous, on est prêts à aller plus loin. On en a ras-le-bol de toute cette démarche commerciale. Comme vous l'avez dit, maître, avec beaucoup de justesse, c'est la profession de chirurgien-dentiste ne doit pas être exercée comme commerce. Et là, si on le regarde, ça ne serait en vérité que dans un but commercial de faire plus de bénéfices. On n'a pas acheté le matériel. Et il n'y a même pas de location, parce qu'on peut louer, on peut avoir un leasing ou louer du matériel. Ce n'est même pas le cas. Là, il n'y a pas de location de matériel, même pour l'euro symbolique, parce que ça serait détourner un texte et ça serait requalifié par les juridictions pénales ou civiles. Donc, ce n'est pas la peine d'en discuter. Là, pour nous, c'est non. Alors, on va aller plus loin. Vous savez qu'on fait passer des articles dans la lettre. C'est un mensuel pratiquement que nous faisons depuis des années.
Et je crois qu'on va être obligé d'aborder la situation et de bien dire qu'on va le refuser, qu'on condamnera tout praticien qui utilisera ce système et qui en plus n'aura pas fait la déclaration, ce sera pire encore. C'est-à-dire qu'il n'aura pas fait de déclaration sur la plateforme EPS, donc la plateforme des octrois d'avantages. Et deuxièmement, qu'il aurait, entre guillemets, exercé sa profession comme commerce. Donc on va coincer le praticien d'une façon très ferme. Ça sera du disciplinaire. S'il faut aller au pénal, on ira au pénal, on n'hésitera pas une seconde. Nous, on soutient absolument les équipes que nous formons. Moi, j'avoue que je travaille avec 2 prothésistes qui sont à Toulouse, je suis toulousain, qui sont des amis. Il y en a certains que je connais. On a fait nos études, pendant que je faisais mes études de chirurgie dentaire, il y en a un qui faisait ses études de prothèse. Et on est restés très amis, très liés. On part souvent en vacances ensemble. Donc c'est un travail d'équipe à tous les niveaux, autant professionnel que privé. Et je trouverais regrettable que des entreprises de ce type puissent, à des fins purement lucratives, abîmer les relations que nous avons, abîmer cette réactivité, abîmer les efforts que vous faites pour vous former. Je suis très choqué par ce qui se passe actuellement, par cet exercice qui est fait vraiment que pour de l'argent et que pour le lucratif. Ceux qui veulent faire ça, mais qui partent exercer dans d'autres pays, mais qui ne restent pas sur le sol français. Merci beaucoup pour cette prise de position ferme et engagée. Pour qu'on ait un ordre d'idée, est-ce que vous êtes régulièrement saisi par des praticiens sur ce type de pratique ? Actuellement, ceux qui le font ne le déclarent pas. Donc maintenant, c'est pour ça que dans la lettre, j'ai marqué il y a obligation de déclaration. Mais ceux qui vont se faire choper, qui ne vont pas le déclarer, vont d'abord passer directement devant les chambres disciplinaires. Et ceux qui l'auront déclaré, puisqu'ils auront vu dans la lettre que c'est formellement interdit, seront condamnés aussi. Dans les 2 cas, ils seront pris en charge. Donc ils seront obligés de refuser. Si on apprend qu'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas. Vous nous le déclarez. On se fera un plaisir de vous aider dans la démarche. Et donc, il y a un véritable travail de sensibilisation à mener auprès des Oui, chirurgiens alors ça, dentistes. vous voyez, vous faites bien de le dire parce que la prochaine lettre, vous allez voir que c'est assez dur vis-à-vis de certains confrères qui ont détourné des fonds, qui sont des escrocs notoires. Donc ça, on ne peut pas l'accepter non plus. Qui font travailler leurs assistantes à leur place, exercice illégal. Donc je ne vous cache pas qu'actuellement, on est vent debout là-dessus. Mais dans ce cas-là, c'est la même chose. C'est toujours le lucratif qui l'emporte sur la qualité. J'en ai ras-le-bol que des patients, en vérité, soient les victimes de praticiens qui ne regardent que le lucratif. Heureusement, 98%, 95% des praticiens sont des gens très bien, qui se battent pour leurs patients, qui se battent avec vous dans l'intérêt des patients, et tant mieux. Mais les 5% ou 3% qui restent, franchement, on ne peut plus les supporter. Donc nous, on les vend debout et on ne se laissera pas faire. Donc là, on va dans votre sens, mais en vérité, vous allez aussi dans le nôtre. Donc on vous remercie beaucoup de nous avoir sensibilisés à ce problème. Et si on peut vous aider, on le fera avec le plus grand cœur. Merci beaucoup. Laurent Munro qui applaudit évidemment. On a envie d'avoir le retour du docteur Linda Martin. Est-ce que vous êtes régulièrement confronté à ce type de situation? Quelle est votre réaction? Non, heureusement, mais je suis d'accord entièrement avec mon dévoué. Non, ce qui est important, c'est que tu as évoqué un tout petit peu, à un moment donné, le patient. Le patient, on a quand même obtenu sa confiance. Et je pense que chaque patient, chaque traitement, il préfère déjà que ce soit fait, bien sûr, avec des matériaux certifiés, faits en France aussi, mais qu'on ne soit pas soumis à notre choix de traitement en fonction de notre rentabilité de cabinet par rapport à un quota de prothèses qu'on devrait faire pour rentabiliser une caméra prêtée ou sous-louée avec des contrats illicites. Donc non, il faut quand même remettre au cœur ce qui est, c'est qu'on a l'indépendance de choisir le traitement adapté aux patients et pas par rapport à un quota. Deuxièmement, on a quand même fait des professions libérales et indépendantes. C'est pas pour venir être dépendant d'un système qui nous bloquerait. Moi, ça fait 10 ans que j'ai une caméra. C'est ma 2e caméra déjà. Quand on rentre dans un système, c'est très difficile de devoir changer, de s'habituer, de se former à un autre système. Elle s'est cassée 2 fois à 1 an d'intervalle. Et ben c'est vrai que j'utilise encore du silicone et de l'algina, donc ça ne m'a pas dérangé, changer des pratiques pour revenir un peu à l'ancienne. Mais j'ai préféré ça plutôt que de me prêter une caméra qui ne soit pas en fait celle que je sois habituée et tout. Quand on commence d'un système, on est entiché à s'améliorer dans ce système-là. Changer de type de marque, c'est très délicat à faire, comme pour tout. Mais est-ce que vous êtes régulièrement... Pardon, allez-y, juste Monsieur le Président. Je veux dire, et je vais la répondre, je vais complémentariser ce qu'elle a pu dire, c'est qu'actuellement, on a beaucoup de centres qui s'implantent en France. Oui. C'est de 2300 à 2500 centres en France avec 3 à 4 praticiens, plus ou moins légaux. Je peux vous le dire, on vient d'attraper plusieurs centres où c'était des praticiens qui étaient, d'ailleurs, on ne sait même pas s'ils étaient praticiens, entre autres des Ukrainiens qu'on a attrapés il n'y a pas longtemps. Et ces centres,
utilisent bien entendu 99% des prothèses faites en Chine et avec ce système-là. Il y en a ras-le-bol. Moi, je voudrais qu'on ferme tous ces centres-là, qui exploitent les patients, qui les massacrent. On a des gens qui sont très bien en France, qui travaillent très bien en France, et on devrait donner une priorité à la prothèse française faite ici. Je suis choqué par ce qui se passe actuellement. On en avise les ministères. Je l'ai déjà dit, je l'ai déjà envoyé à l'ancien ministre Yannick Neuder, avec qui on a sympathisé, qui était quelqu'un qui était très à l'écoute. Je ne sais pas si on aura la même écoute actuellement. J'ai averti le ministère que nous, on ira beaucoup plus loin si à tout hasard le ministère de la Santé ne bouge pas sur ces centres. Ils massacrent les patients, mais surtout, ils utilisent des moyens, des matériaux et du matériel qui n'est pas adéquat et qui ne respectent pas les données acquises de la science. On a cet énorme problème actuellement, et ce n'est pas avec ce système-là, financiarisé par des grosses sociétés, qu'on va arriver à avoir plus d'économies de santé pour les organismes sociaux. Avec une prise en charge de la sécurité sociale qu'on finance nous-mêmes par nos charges. Donc à un moment donné... Et je voulais juste ajouter, effectivement, merci si vous intervenez pour régler ce problème d'interprétation de ce texte qui, malgré tout, comme vous l'avez vu, n'est pas simple. Et donc, tant qu'on n'a pas de décision, en fait, on nage un peu quand même dans le vague. Et malgré tout, la DGCRF, si elle est à vos côtés, elle n'a pas pris position sur ce sujet jusqu'à ce jour, en tout cas de position publique. Donc, voilà, on vous remercie en tant que représentante là, de l'UNPPD d'agir sur ce sujet pour clarifier ce texte. Alors derrière ce sujet, il y a aussi une question de modèle économique et d'accès aux équipements. Quel est le point de vue du Comidan sur ces sujets ? Bonsoir. Merci, effectivement, je renouvelle le remerciement de nous avoir invités. Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'on est une filière. Il n'y a pas que effectivement le prothésiste, le dentiste, mais il y a également toute la partie Comidan. Comidan étant l'association de tous les distributeurs et fabricants de produits dentaires. Donc forcément également les dispositifs médicaux dont on parle. Et c'est une question à laquelle nous sommes plus que sensibilisés, puisque cela fait bien 7 ou 8 ans maintenant qu'au niveau de notre association, nous travaillons sur ce souci de notion d'avantage en nature et également plus largement sur des pratiques simplement commerciales. Donc merci, on est ravis de participer ici. Vous parliez d'équilibre, de déséquilibre, etc. Le mot est lancé, en fait, le mot au sens MOT, mais au sens aussi MAUX, tout simplement parce que ce déséquilibre, on ne l'a pas simplement à travers ces textes qui ne sont pas si compliqués que ça en fait, puis c'est tout simplement le principe, c'est interdit et tout le reste, ce sont des petites exceptions, donc on n'a pas du mal à être finalement dans un domaine où c'est interdit, tout simplement. Mais le mot, pourquoi ? Parce que les mots, pourquoi ? Parce que même si on ne le trouve pas forcément dans le droit commercial, si d'aventure on interpréterait qu'on ne serait pas dans du droit commercial, il y a aussi le droit civil à ce moment-là qui s'applique. Et très clairement, lorsque vous faites quelque chose, un contrat quelconque, un accord quelconque avec qui que ce soit, à partir du moment où ce n'est pas un consentement qui soit à la fois éclairé et qui soit pas vicié par quoi que ce soit, vous vous doutez bien qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et ici, clairement, comme vous le soulignez, les petites structures. Alors, je ne suis pas contre le fait qu'il y ait des notions capitalistiques. On peut effectivement avoir des grosses sociétés, des petites sociétés, etc. Mais effectivement, là, il y a un détournement de l'esprit des textes. Combien même on ne comprendrait pas, l'esprit, il est clair. Et surtout là, par rapport aux petits ou par aux grands, on a un terme qu'on utilise aussi, qui est le terme léonin. Je pense que tout le monde sait ce que c'est qu'un lion. Tout le monde se dit bien, comprend bien de quoi il s'agit. Et très clairement, là, on voit que les manières dont sont proposées ces offres, notamment avec les caméras, que ce soit par un système à peu près carré, en passant par un leasing, par des contrats, des conventions, ou pas du tout, ça ne change rien. Il y a clairement un déséquilibre, et c'est ce mot que vous avez utilisé, et il y est là, donc clairement. Alors, l'accès à l'innovation, c'est un tout autre travail. Là, les différents de la filière y travaillent également pour justement démocratiser les choses, mais clairement, là, c'est la pratique qui nous pose problème, et cette notion de déséquilibre. Et alors, selon vous, la responsabilité est-elle du côté de ceux qui proposent ou ceux qui acceptent ? Alors, en tout premier lieu, je dirais que quelle que soit la position que prend un entrepreneur, qu'il soit acheteur ou qu'il soit vendeur, il n'y a pas que des notions de juridique. On se positionne sur un marché, sur la façon d'appréhender les choses, mais quoi qu'il en soit, il y a un fond éthique. Et on sait clairement déjà comment on se pose quand on est un manager. On sait déjà à peu près si on est dans le bien ou dans le mal depuis tout petit. Quand on a 8 ou 13 ans, on le sait déjà. Donc là, il y a quelque chose de clairement vu déjà. Sinon, sur la deuxième partie, la notion de responsabilité, nous en avons parlé. On a vu l'aspect commercial.
On a vu l'aspect réglementaire, on a vu l'aspect pénal, on a vu l'aspect ordinal. Moi, je dirais autre chose, il y a même l'aspect image de l'entreprise. Là, il est clair qu'à partir du moment où toute la filière se met côte à côte pour aller contre de telles pratiques qui sont en train de nous pourrir, vous m'excuserez, le marché français et qui mettent à mal beaucoup de petites entreprises et des gens qui font vraiment un travail extraordinaire, ça va bouger. Et il est clair qu'un des gros dégâts que ça risque de faire auprès des gens qui continuent à pratiquer ce genre de choses, c'est en termes d'image. Leur image, elle sera complètement détruite à ce niveau-là. Donc responsabilité partagée, c'est exactement comme quand il y a du recel. Hein. S'il n'y avait pas de recel, il n'y aurait pas de vol. S'il n'y avait pas de vol, il n'y a pas de recel. Là, c'est pareil. Donc en matière de responsabilité, que chacun les prenne effectivement. Donc tant nous, au niveau distributeur, fabricant, et on le prend clairement, et cela fait, comme je vous dis, 7 ou 8 ans déjà qu'on travaille grandement là-dessus, et effectivement l'acheteur également. Mais on va les accompagner clairement, parce que leur réexpliquer des textes qui sont à peu près complexes, mais on va tous y travailler ensemble. Et merci. Finalement, la question qu'on peut se poser, c'est quand le cadre n'est pas clair, et on a vu que c'était le cas, comment chacun peut-il ou doit-il se positionner? Docteur Linda Martin. Éthiquement, comme tu dis, le bien et le mal, on le sait tous. Qu'est-ce que tu veux faire du bien que ce soit à toi, à ta sérénité quand tu rentres, à tes patients, à ton équipe, à ton laboratoire que tu chéris. Enfin voilà, et à un moment donné, ça ne me viendrait même pas à l'idée en fait. Tu vois. Alors cette table ronde, elle s'inscrit dans un travail plus large qui est engagé aussi par l'UNPPD. Concrètement, qu'est-ce que vous attendez de cette démarche aujourd'hui? Elle va démarrer des questions, des questionnements, et peut-être que des actions seront prises, réalisées. Une très bonne question. Déjà, un grand merci pour vos réponses, parce que je pense que ça réconforte énormément de personnes dans le public. En fait, on va dire que cette table ronde, c'était une première pierre à cet édifice. En fait, c'était un vrai plaisir d'entendre vos versions, et d'autant plus appuyé en fait, que toutes nos idées convergent. En fait. Et avec Maître Kohler de Montblanc et votre associé également, parce que vous êtes spécialiste dans le droit des affaires et de la concurrence, mais vous êtes aussi accompagné d'une spécialiste qui n'a pas pu être là aujourd'hui avec nous, mais spécialiste du droit de la santé, et vous nous aidez à constituer un dossier qui prend de l'ampleur au fur et à mesure, et je constate qu'on peut même être appuyé par vous tous pour qu'au sein de l'UNPPD, on puisse accompagner tous nos adhérents pour de futures peut-être jurisprudences, ou en tout cas de se positionner par rapport à ces façons de faire qui ne respectent pas la concurrence des gens qui ont envie de bien travailler actuellement et prôner le Made in France. Voilà. Madame Fayol. Tout simplement, je dirais, s'il y en a qui ne sont pas encore convaincus par le pléthore d'arguments qu'on a donné jusqu'à maintenant, posez-vous la question simplement au niveau comptable et au niveau fiscal si ça ne va pas intéresser l'État. Ce chiffre qui part, c'est-à-dire que clairement, c'est un chiffre d'affaires qui n'est pas déclaré d'une part et de l'autre, ou une dépense qui n'est pas déclarée d'une part et d'une autre. Donc évidemment, ça biaise complètement l'IS. Donc ça va certainement intéresser le fisc et le comptable aussi, ou l'expert comptable, parce qu'il se dit finalement il y a toute une partie qui n'a pas été provisionnée ou qui a été provisionnée alors qu'il n'y a pas de contrepartie, etc. Et puis pareil, posez-vous la question en matière d'assurance. Que va faire l'assurance par rapport à un matériel qui n'est en réalité pas de la propriété, ou qui n'est pas déclaré, ou qui n'est pas tracé et qui a été utilisé sur un particulier, tout simplement, s'il y a un incident. Monsieur le Président, vous vouliez réagir? Oui, il y a deux choses. Bon, d'abord, on parlait tout à l'heure de contrat, mais je dirais que pour moi, ce sont des dealers. Hein. C'est-à-dire qu'il y en a un qui se drogue et l'autre qui deal. Donc, c'est un contrat. Deal en anglais, c'est le contrat. Donc pour ça, on peut les qualifier comme ça. Mais il y a autre chose. Ce que je disais, il y a Laurent qui est face à nous là. Je pense que ça serait intéressant qu'on travaille sur le dossier ensemble et qu'on fasse passer un article dans la lettre, conjoint, co-signé. Si ça te va, moi, je serais pour. De façon à ce qu'on fasse passer le message à tous les praticiens, et en disant les prothésistes sont d'accord et vont debout là-dessus. Je pense que ça aura encore plus d'impact, parce qu'ils verraient qu'ils seront protégés ni d'un côté ni de l'autre. Et je pense que ça sera accueilli très bien par nos deux professions qui sont conjointes. Donc pourquoi ne pas faire un article conjoint? Donc je pense que... Alors je vais te contacter rapidement. Je vais te contacter rapidement là-dessus et on verra comment le faire, comment le rédiger. Il faudra prendre des juristes, donc Maître pourrait nous aider. Nous aussi, de notre côté, nous avons des juristes aussi à bord. Donc je pense qu'on pourra arriver à trouver des solutions communes.
Et une fois qu'on aura fait ça, je suis d'avis même de demander un rendez-vous à la DGCCRF en commun, conjointement, pour essayer d'agir sur le terrain. Parce que la DGCCRF, méfiez-vous, ne sont pas si honnêtes que ça. Il faut le savoir. Je les ai rencontrés il n'y a pas très longtemps et je leur ai mis les points sur les i, ça a été assez net. Et je leur ai dit que si vous voulez, eux, se faire soigner dans certains centres, qu'ils y aillent, mais que nous, on aurait toujours les bonnes adresses, mais que si eux crevaient, on ne pleurerait pas. C'était sympathique, je suis désolé. Oui, c'était sympa. On les public, hein. salue d'ailleurs s'ils nous regardent. Oui, mais Oui, il oui. n'y a pas de souci, il n'y a aucun souci, on assume et ils le savent. Ils le savent très bien. Et pour revenir au droit à la concurrence, actuellement, c'est vrai qu'on a un gros problème nous-mêmes par rapport au centre. Parce que va faire le centre? Vous voyez, le problème juridique, et c'est là que je m'adresse à vous, maître, c'est que le salarié de l'entreprise va dire « mais moi, on m'a mis ce matériel à disposition ». Et le contrat qui va relier ne sera pas entre un libéral ou une CELARL, une société, donc ou une SCM ou une SCP, mais ça va être entre un centre qui est inscrit au registre du commerce et qui met à disposition des praticiens du matériel et des accords davantage entre les deux. Et toute la faille pour nous va être là de combattre ces centres parce qu'il ne faut pas créer une concurrence déloyale entre les libéraux et ces centres. Donc il faudra casser le système des centres pour arriver à obtenir gain de cause. Vous pourriez y réfléchir comme ça. Oui, en tout cas, je rebondis sur votre position d'aller voir la DGCRF et je pense que c'est véritablement une action majeure à entreprendre et commune absolument parce qu'il faut qu'elle se prononce. Il faut Allez, qu'elle on prend l'agenda tout de suite. Voilà. Allez, le rendez-vous est fixé. Si on se projette vers l'avenir, au-delà de ce que vous évoquiez, qu'est-ce qui pourrait faire évoluer, changer les choses, comment faire pour que est-ce que ces pratiques pourraient devenir plus transparentes, plus légales, ou est-ce qu'on sera toujours dans une dépendance Non, les textes sont là, même si je vous ai effectivement dit qu'ils étaient parfois sujets à interprétation. Dès lors qu'on aura une jurisprudence, soit de la DGCRF, soit des tribunaux, les choses seront très claires et voilà. On attend ces éléments-là pour pouvoir mettre de l'ordre sur ce sujet. Merci. Oui, allez-y. Il y a une jurisprudence, mais il faut demander à ce que ce soit tranché. Il faut aller En allant plus Il faut aller loin. plus loin, c'est-à-dire que on va utiliser les jurisprudences, bien entendu, on va les interpréter, mais il faut se dire qu'on aura bien des avocats en face qui vont nous trouver un petit truc. Mais il faudra coincer toutes les sociétés étrangères aussi, parce que je commence à en avoir ras-le-bol de ça. Ça devient insupportable. Mais s'agissant de l'application territoriale du texte, il est évident qu'à partir du moment où même des sociétés étrangères contractent avec des sociétés en France, le champ d'application et les Français sont appréhendés par ce texte qui est d'application immédiate. C'est un texte qui est sanctionné pénalement, donc évidemment il s'applique. Merci beaucoup à tous pour cet éclairage qui fait peut-être réagir dans la salle. Y a-t-il des questions sur ce qui vient d'être dit? Oui, je vois une main levée. On va vous remettre un micro. Juste une question. Est-ce que vous pouvez me rappeler quel est le vrai relationnel entre chirurgien dentiste et prothésiste? Ce n'est pas une relation commerciale, c'est quoi? Alors, de façon très directe, c'est une relation commerciale dès lors que vous êtes face à des acteurs qui sont des sociétés commerciales. Ça, c'est une réponse et c'est ce qu'avait dit la Cour d'appel dans cette décision que j'ai citée tout à l'heure. Sauf qu'en réalité, vous avez aussi des règles déontologiques qui s'appliquent et que ces règles déontologiques, elles s'appliquent sur l'art dentaire et le prothésiste dentaire fabricant peut être soumis, en tout cas c'est ce que la Cour de cassation a dit dans cette décision que j'ai citée tout à l'heure, qui soumet cette relation prothésiste dentaire chirurgien-dentiste, non pas comme une relation commerciale, mais comme une relation devant respecter la déontologie de l'art dentaire, si je puis Parce que ce m'exprimer sont des ainsi. dispositifs médicaux sur mesure. Contrairement à ce qui est acheté, je veux dire, si j'achète un cialytique ou autre chose, c'est un petit peu différent. Mais là, c'est une relation particulière puisque c'est adapté à un patient. C'est intuitu personae par rapport au patient. Donc en vérité, il y a un contrat qui relie le praticien, le patient. Je sais qu'on a la responsabilité finale, nous. Mais moi, je suis en relation avec quelqu'un, certes, qui est inscrit au registre du commerce, mais qui a un devoir de santé publique aussi. Donc il ne peut pas me tromper sur les matériaux, matériels, ainsi de suite. Donc on a une relation qui n'est pas que commerciale. Merci. Y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques? Profitez de ce temps d'échange avec l'ensemble des acteurs présents aujourd'hui. Alors, je crois que Laurent Munro voulait prendre la parole. On était déjà nombreux, mais
Venez, Laurent. Non, moi je voulais pas prendre la parole particulièrement parce qu'on va croire que le président de l'UNPPD, quand on est au Dental Forum ou à l'UNPPD, il veut absolument prendre la parole. C'était pas le cas. Moi, je voulais surtout remercier les intervenants sur la question parce qu'en effet, c'était un sujet qui nous inquiétait depuis un moment et qu'on voulait traiter. C'était la bonne façon de le traiter lors d'une table ronde comme celle-là, avec l'appui du juridique de Madame Kohler de Montblanc, parce qu'on avait un peu analysé le problème à l'avance et on ne voulait pas simplement aller voir le président du Conseil de l'Ordre et lui dire bon Alain, on a un problème, il faut qu'on voit avec toi ce qui se passe. Là au moins on a posé les problèmes et c'est bien. Ça ne veut pas dire qu'il n'en reste pas, parce qu'on a bien entendu votre position et bien sûr, on travaillera ensemble. Après, on se pose un peu des questions de qu'est-ce qui se passe quand il y a un vrai contrat de location d'une caméra par une société, même si c'est un laboratoire de prothèses. Nous, on n'aime pas lire laboratoire pour certains, on préfère dire entreprise d'importation de prothèses, mais bon, voilà. Et puis que derrière, le laboratoire, par contre, il va faire une remise de 10% sur toutes les prothèses qui ont été achetées pour que le prix de la remise, ça fasse à peu près la location de la caméra. Là, qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là, tu vois Ce contrat vicié, hein, il devient illicite après. On peut le faire requalifier. Ça se fait au civil déjà. Voilà. Et puis moi, ma deuxième question qui n'a rien à voir avec tout ça, parce que j'ai compris qu'on pourra en reparler, c'est, par exemple, vous le savez, on a un problème avec la mutualité française et le groupe Vive ces derniers temps, puisque toutes les mutuelles de France, quasiment, pour leur centre de santé qui leur appartient en propre, ont décidé de faire appel à de la prothèse d'importation plutôt qu'à de la prothèse de proximité. Et tous les labos, beaucoup sont là, ont perdu des contrats quelquefois qui représentent des centaines de milliers d'euros par an, donc ont perdu des salariés ou ont été obligés de les licencier malheureusement, ont mis en péril des laboratoires en faisant le choix d'aller vers un laboratoire ostensiblement, enfin vers une entreprise, pardon, ostensiblement parce que le prix était moins cher. Puisque moi j'ai rencontré Stéphane Junique, je le cite, le président du groupe Vive, qui m'a dit j'ai choisi parce qu'avant ça me coûtait 20% du prix de l'acte, quoi, et maintenant je voulais que ça descende à 14%. Donc au lieu d'aller vers un laboratoire français, je vais vers un laboratoire d'import. Et après on me dit vous n'avez pas de relation commerciale. Franchement, je sais que c'est pas une question facile, hein, mais on ne parle pas de libéraux, là on parle de société. Ouais, donc, regarde la rentabilité. Ouais, mais une mutuelle, c'est même pas une société parce qu'ils vont nous expliquer qu'ils sont de l'économie sociale et solidaire. Là, je vais pleurer. Je savais que tu dirais. Quand je vois le nombre de sociétés, je veux dire, qui dégagent les capitaux à l'étranger, principalement vers l'Irlande et la Belgique, je vous le dis parce qu'on a fait des études là-dessus, ce sont des milliards qui dégagent de la France. J'en ai avisé Fatom en lui disant maintenant, je commence à en avoir ras-le-bol, mais ras-le-bol de voir les capitaux français partir. Un exemple simple, alors c'est en aparté, c'est autre chose. Fatom a signé un contrat avec les EHPAD pour que les centres dits de santé aient un accord préférentiel par rapport aux libéraux pour aller soigner dans ces EHPAD où les personnes souvent ne réalisent même pas par qui elles sont soignées. Il y a des contrats particuliers, alors ce n'est pas avec des prothésistes français bien entendu, hein, et ils leur versent 60% dès le 1er janvier du jour où ils pensent que dans l'année, ils vont faire tant de chiffres. On leur avance l'argent. Je ne savais pas que la sécurité sociale avait tant d'argent. Je ne savais pas qu'elle n'était pas déficitaire. J'ai appris beaucoup de choses. Donc Fatom, je lui rentre dedans aussi là-dessus parce que ce n'est pas tolérable. Je veux dire, on ne gère pas. Je veux dire, ce n'est pas une société, la sécurité sociale. Et il le gère en fonction des copinages. Moi, ça commence de me gaver. Je vous le dis, franchement, ça commence de me gaver. Donc on ira plus loin. S'il faut aller devant la Cour de justice européenne, on ira aussi. Je pense on est prêt à tout. Hein. Nous, alors là, il n'y a pas de souci. Parce que le droit à la concurrence existe, certes, mais il faut savoir qu'en matière d'armement et de santé, la France est souveraine. Chaque État de l'Union européenne est souverain. Donc là, on peut coincer aussi, et j'ai coincé déjà la DGCCRF là-dessus, ils se sont tus. Je leur dis, on est souverain, on fait ce qu'on veut. Dites ce que vous voulez, moi je vous coincerai en Cour de justice européenne. Bah, merci beaucoup. En tout cas, merci. J'espère que vous aurez compris que les intentions de l'UNPPD, c'est bien
d'avoir un travail de coopération entre les chirurgiens dentistes et les prothésistes et de continuer comme ça parce qu'on estime que déjà quand on fait ça, on travaille pour le patient, au service du patient, avec bientôt, bien sûr, tous les fournisseurs et les distributeurs qui nous accompagnent. Donc moi, je veux remercier d'abord Linda Martin parce qu'elle était dans une conférence tout à l'heure dans la grande salle. Je l'ai appelée, je lui ai dit, est-ce que vous pouvez venir pour participer à la table ronde? Elle m'a dit oui tout de suite, donc je la remercie beaucoup d'être intervenue. Merci bien sûr au docteur Alain Durand, parce qu'en tant que président du Conseil de l'Ordre, et je le redis ici, le Conseil de l'Ordre a toujours été présent auprès des prothésistes et du Dental Forum. À chaque fois, ils sont là, à chaque fois, ils interviennent quand on leur demande dans nos tables rondes. Donc, merci beaucoup à vous. Et merci à Tamara d'avoir été là pour représenter le Comidan, parce que c'était important pour nous aussi que les distributeurs qui sont impliqués avec nous dans cette filière de la prothèse dentaire et du dentaire. Je voulais absolument qu'on continue à faire cette filière, et Olivier le sait, en tant que président du Comédan, on a beaucoup d'intérêt et beaucoup d'applications à faire cela. Et merci à notre avocate de Fidal, Madame Collère de Montblanc, qui a préparé ce dossier et avec qui on va pouvoir continuer à travailler. Et puis, j'oublie pas Sylviane, parce que c'était la représentante de l'UNPPD ce soir. Merci. Merci beaucoup à tous les 5. Merci à vous pour votre attention. On se retrouve dans un instant pour la remise des récompenses aux majors de promotion. À tout de suite.